Bonjour à tous et bienvenue à l'ensemble des membres et partenaires d'Agora Manager. Avec Mickaël et l'ensemble des équipes, et particulièrement un petit clin d'œil à Céline qui se doit de comprendre que nous recevons son oncle ce soir, pour ceux qui n'étaient pas informés. Et nous vous souhaitons, pour vous et vos proches, une santé sans faille et un maximum de zen attitude pour traverser cette crise sanitaire mondiale. C'est également un immense merci que nous vous adressons pour votre confiance et votre soutien. La transformation des échanges sur le plan numérique nous a permis de vous apporter l'essentiel du pourquoi le réseau Agora Manager est un service, comme nous devons le dire aujourd'hui, et avec une pointe d'humour évidemment, de première nécessité humaine, car oui, nous avons besoin d'échanger. Sur les 2 dernières semaines, plus de 500 membres et partenaires se sont réunis avec notre nouvel ami qui est devenu la visio. Et nous sommes plus de 300 connectés à l'instant, donc les chiffres vont monter, mais il y a plus de 350 inscrits. Donc, il y a différents formats qui sont proposés pour Agora Manager. Les rendez-vous club qui se tiennent avec des visio-tables, on les appelle, on ne rentrera pas dans les détails. Les workshops ou permanences partenaires, et comme on est en train de le vivre en ce moment, les grands invités. Donc, il va sans dire, et on doit reconnaître qu'il y a un manque certain de champagne et de bons plats, même si beaucoup d'entre nous se sont mis à la cuisine. Alors oui, sans lire les chats, je vois déjà que c'est avec plus ou moins de succès, mais au moins on essaye et je connais un certain nombre de membres et partenaires qui sont de fins cuisiniers. Sans plus attendre, aujourd'hui, nous avons le plaisir de visio-recevoir donc le docteur Gilles Poumerol, qui est médecin et consultant en santé publique et spécialiste en santé sanitaire mondiale. Il est issu de la faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière. Il a travaillé 35 ans sur les épidémies et l'Organisation mondiale de la santé, où il a été notamment responsable du règlement sanitaire international qui a pour but d'aider la communauté internationale à prévenir les risques graves pour la santé publique susceptibles de se propager au-delà des frontières et par conséquent de constituer une menace comme aujourd'hui nous le vivons dans le monde entier. Pour finir, il est très investi dans les centres d'insertion pour les travailleurs handicapés et plus largement, il apporte des conseils aussi bien sur le secteur public et privé sur le sujet de la santé. Alors merci Gilles de vous prêter au jeu et en introduction, quel est le rôle et de quel pouvoir dispose l'OMS? Alors bonsoir à tout le monde, merci de votre invitation, c'est un plaisir d'être avec vous. L'OMS est une agence spécialisée des Nations Unies et le rôle essentiel de l'OMS est un rôle normatif. C'est-à-dire que, par exemple, l'OMS va dresser la liste des médicaments essentiels dans le monde, les médicaments qui devraient être disponibles donc dans tous les pays, dans tous les dispensaires, où l'OMS va établir ce qu'on appelle la classification internationale des maladies, où l'OMS va recommander les vaccins qui doivent être administrés à certaines catégories de population, certaines catégories d'âge. Voilà le type de travail normatif qui est fait. Alors maintenant, donc c'est un devoir d'alerte, d'alerte à la fois, mais sans autorité. Alors un devoir d'alerte, un devoir de définir des critères de travail. Hein, et alors j'allais venir sur ce devoir d'alerte parce que une des autres fonctions de l'OMS, c'est effectivement de collecter les données de santé au niveau international et à partir de ces données, éventuellement de déclencher des alertes quand il s'agit de données d'une maladie infectieuse. Hein. Donc c'est un autre rôle que l'OMS a, donc la collecte des données, l'analyse des données. Et puis plus récemment, je dirais
particulièrement ces dernières 30 années une orientation vers l'opérationnel, c'est-à-dire aider les pays à mettre en place des stratégies de réponse à des problèmes de santé spécifiques. Hein. Ce fut le cas par exemple avec le sida, où l'OMS, il y a une trentaine d'années, a donc apporté un appui aux pays pour planifier leur travail et suivre le travail qui était fait sur la prévention et le contrôle du sida. C'est d'ailleurs comme ça que je suis rentré à l'OMS. Moi, je m'y suis présenté un jour en disant voilà, je suis intéressé à travailler avec vous. Bon, j'ai été formé à Londres aussi hein, en santé publique, donc je m'y suis présenté. Et 3 jours après, on m'a appelé en me disant on a beaucoup de besoins pour le SIDA qui démarre dans le monde. Est-ce que vous pouvez venir travailler avec nous? Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Donc voilà. Donc ce travail normatif, ce travail de collecte d'analyse des données et un travail aussi d'appui au pays. Alors ce travail d'appui au pays a pris une dimension particulière il y a pas très longtemps. Hein, c'était en 2015-2016 quand on a eu cette épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest qui a un petit peu disons alerté le monde entier sur les risques de diffusion d'un virus particulièrement agressif. Et donc, suite à cette épidémie d'Ebola, les partenaires internationaux se sont réunis et ont jugé nécessaire d'avoir une agence plus opérationnelle pour le contrôle des épidémies et des pandémies. Il y a donc eu un programme spécifique qui a été monté à l'OMS pour la sécurité sanitaire. Il y a de ça 4 ans. Et c'est ce programme qui maintenant gère la réponse au coronavirus. Hein. Donc avec une approche plus opérationnelle. Alors si je La puis me permettre, contribution, oui, oui, la contribution financière se fait par pays au prorata de son nombre d'habitants. voilà. Alors c'est effectivement une très bonne question. Hein, j'allais y venir parce que effectivement l'OMS est une agence qui est financée par des contributions régulières, on appelle ça, c'est-à-dire que chaque pays, en fonction de sa richesse, en fonction de sa population, contribue. C'est un peu comme une assurance. Hein, voilà, on contracte une assurance avec l'OMS qui va vous assister ensuite lors des décisions que vous devez prendre en termes de santé publique ou en termes de réponse à des problèmes particuliers de santé. Hein. Donc, effectivement, contribution régulière et puis contribution extra-budgétaire. Alors là, c'est des contributions qui sont faites au coup à coup par les pays en fonction de leur intérêt pour des sujets particuliers. Par D'accord, donc exemple, il peut y avoir une commande ponctuelle. une commande ponctuelle, un appui ponctuel pour un type de programme. Parfois, ces contributions extra-budgétaires ne sont pas particulièrement attribuées à un programme donné, elles peuvent être générales. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que actuellement, 2 choses. Un, le budget de l'OMS est de l'ordre de à peu près un peu plus de 4 milliards de dollars pour des périodes de 2 ans. Hein. Les budgets sont faits sur 2 ans, c'est-à-dire environ un peu plus de 2 milliards de dollars par an. Sur ces 2 milliards, il y a à peu près 20% qui viennent des contributions régulières, donc la cotisation des pays, et le 80% qui reste, c'est des contributions extra-budgétaires, donc au bon vouloir des pays. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences pour ça? Quand on parle de budget total, 2 milliards de dollars, c'est équivalent au budget de l'hôpital de Genève par année. Donc, l'OMS Ah oui, couvre l'ensemble du monde avec le budget qu'a l'hôpital de Genève par an. ah oui, incroyable. Donc, vous voyez un budget qui est quand même assez limité. Oui. Deuxième conséquence, eh bien, c'est le fait que certains bailleurs de fonds, du fait de leurs contributions, ont plus d'influence que les autres. Et donc, il y a un risque, je dirais, d'influence politique sur les décisions qui sont faites au sein de l'institution, du fait de cette dépendance financière au budget, aux contributions extra-budgétaires. Hein.
Voilà. Donc D'accord. voilà un petit peu donc la scène qui est posée. Donc vous pouvez comprendre, c'est une agence qui est au service des pays, qui doit assister les pays dans leurs décisions de santé publique et qui en même temps est quand même sous pression financière. Donc entre le marteau et l'enclume, comme on peut dire, hein, je crois, c'est ça. D'accord, c'est pas Et, très tellement clair pour tout le monde et donc merci infiniment pour cet éclairage. Donc voilà. on comprend bien mieux le sujet, l'exposition et les aspects très rationnels de cette organisation. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut rappeler l'origine et la date supposée ou confirmée du Covid-19? Est-ce qu'on a des réponses précises déjà sur cette origine et cette date supposée? Alors, oui, on sait que le virus a commencé à circuler en Chine, dans la ville de Wuhan, dont vous avez tous entendu parler probablement, au début décembre de l'année passée, hein. Il a été identifié dans cette période-là, hein. Les premiers patients sont au début décembre. L'origine, on sait qu'il est très proche, très très proche même d'un virus qu'on trouve chez les chauves-souris. Donc il viendrait de la chauve-souris. Il pourrait y avoir un animal intermédiaire qui n'est pas encore très connu, hein. On a parlé de plusieurs possibilités, mais qui n'est pas encore très connu. Et il semblerait que la transmission se soit faite sur un marché où toutes sortes d'animaux sauvages vivants étaient vendus en Chine, à Wuhan, et aurait contaminé quelques personnes. Et il s'est avéré que le virus, peut-être suite à une mutation, s'est transmis assez rapidement d'homme à homme et l'épidémie a démarré donc fin décembre et identifiée officiellement début janvier par la Chine. Alors historiquement, on n'a jamais connu de pandémie. Même la grippe espagnole est restée sur le territoire européen. On peut Ah, rattacher le voyage par rapport à cela ou non, non, il non? y a eu C'est une plusieurs pandémie mondiale pandémies, hein. aussi. Oui, oui, pandémie mondiale, la grippe espagnole. Il y a eu dans les 100 dernières années 3 pandémies de grippe, hein, majeures. Donc il y avait la grippe espagnole et il y a eu aussi la grippe asiatique qui était en 1957, si je suis correct. Il y a eu Ouais. plus récemment, hein, c'était en 2013, je crois, ou en 2008, c'était le H1N1 qui était un virus qui n'était pas très agressif, hein. Donc, vous voyez, il y a eu plusieurs pandémies de grippe ces 100 dernières années. Non, le monde a expérimenté des pandémies multiples dans son histoire qui ont affecté beaucoup de pays, hein. On a la peste, hein, qui aurait décimé à peu près un tiers de la Ouais. population mondiale, hein, dans les années 1300 à peu près. Donc, vous voyez, ces pandémies sont des événements qui se répètent régulièrement et pour vous dire franchement, ça fait 10 ans que je travaillais moi sur ces épidémies et pandémies à l'OMS et que j'y travaille encore depuis 3 ans à enseigner. Et depuis toutes ces années, nous passons notre temps à dire nous allons expérimenter une pandémie comme celle qui se passe maintenant. C'est-à-dire on l'avait tous, pas seulement moi, mais on l'avait tous prédit. On allait faire face à un événement pandémique dans les années à venir et je pense que nous y voilà. Voilà. Et par rapport à celles auxquelles nous sommes plutôt habitués avant de rentrer peut-être dans les chiffres, mais qu'a- qu'est-ce qu'a de particulier ce Covid-19 par rapport aux autres? Oui, alors, Il est en euh, quoi particulier par rapport au virus de la grippe traditionnelle annuelle auquel nous sommes confrontés et qui a déjà son pendant en nombre de morts assez important, mais là, pour le coup, voilà. c'est quoi sa Alors, différence réelle? voilà. Alors, si vous voulez, euh, la première chose, c'est que c'est un virus qu'on connaît seulement depuis 4 mois, hein. Le virus n'était pas connu avant, donc il y a encore beaucoup d'inconnus sur pas mal d'éléments autour de ce virus. Et ce qu'on observe actuellement, c'est que c'est un virus qui est très contagieux, hein, puisqu'une personne va en moyenne contaminer 3 personnes.
Donc virus très contagieux, virus qui semblerait se propager facilement parce qu'il y aurait un nombre de porteurs asymptomatiques non négligeable. On parle de 10 à 40% suivant les études. On a encore besoin de raffiner ces connaissances, mais des porteurs asymptomatiques, c'est-à-dire des gens comme vous ou moi qui n'ont aucun symptôme et qui, malgré tout, contaminent les autres. D'où la volonté de dépistage rapide avec ce manque chronique de tests. Absolument, Pour le coup, ce absolument. serait la réponse par rapport à la situation. Ça serait une réponse en tout cas, oui, une des composantes de la réponse importante. Et donc voilà, on a parlé de la contagiosité, on a Oui, parlé des porteurs asymptomatiques. Une autre caractéristique qu'on voit, c'est quand même la virulence de ce virus. Hein. C'est-à-dire que particulièrement chez les personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes qui sont porteuses de maladies chroniques, diabète, problèmes respiratoires, ces personnes-là, vous savez, il y a une très grosse mortalité parce que le virus est très virulent. En l'espace de quelques jours, on va entraîner le décès et sans qu'on puisse faire grand-chose, hein, puisque il y a à peu près 50% des personnes qui vont rentrer en réanimation qui vont décéder. Donc c'est ces gens qui sont très vulnérables, qui font des formes très sévères, qui décèdent et donc un virus virulent. Et puis dernière chose, et là aussi il y a encore pas mal d'inconnus, c'est le fait que potentiellement les personnes qui ont été infectées pourraient encore être contaminantes pendant 2 semaines après les derniers symptômes. Voilà. ah oui, Donc tous ah ces oui, éléments font que le virus diffuse quand même très facilement et est un virus agressif. Alors, quand on parle de la grippe, habituellement en moyenne, la grippe, on parle d'une mortalité de l'ordre de 1 pour 1000. Hein. Là, on parle d'une mortalité, semble-t-il, encore besoin d'étudier plus, mais de l'ordre de 2%. Vous voyez, donc on est quand même sur un virus beaucoup plus agressif que le virus de la grippe ouais, habituelle. d'accord. Et à votre connaissance, en France, combien de personnes sont touchées? Donc, entre ceux qui ne le savent pas et nécessairement les tests nous permettront de le savoir. Mais vous avez un estimé du nombre de gens contaminés ou? Alors, non, non. Alors, si vous voulez, il faut être très prudent avec les chiffres qu'on voit, hein, parce que on parle beaucoup de gens contaminés, mais les gens contaminés, ça dépend ça dépend de la disponibilité du test. Si vous testez toute la population de la France, vous aurez un nombre de contaminés bien sûr plus élevé que si vous testez seulement un dixième, voire un centième de la population. Donc, non, le nombre de personnes contaminées, on ne le connaît pas précisément. On n'a pas d'étude qui permet actuellement d'estimer précisément ce nombre. Ce qu'on sait bien, c'est le nombre de personnes qui rentrent en milieu hospitalier parce qu'ils ont des symptômes quand même relativement importants et le nombre de personnes qui sont admises en réanimation, donc symptômes sérieux, et le nombre de personnes qui décèdent. Voilà, ça, on le connaît bien. Savoir combien de personnes sont infectées en France, on ne le sait pas. Mais ce qu'il faut retenir, je crois, c'est que actuellement, on estime que peut-être à peu près 3% de la population aurait été en contact avec le virus, donc serait immunisée. Hein, c'est une estimation. Et dans ce type d'épidémie, on considère que l'épidémie va s'arrêter euh, quand à peu près 60% de la population sera immunisée. Vous voyez, donc Oui, c'est nous sommes loin de, même s'il ne s'agit pas de 3%, même si c'est 5 ou 10%, nous sommes loin des 60% qui vont amener à l'extinction de la circulation de ce virus. Donc, en conséquence, ça veut dire que nous allons très probablement devoir ajuster nos stratégies de déconfinement et de suivi de la circulation de ce virus dans les mois à venir. Nous n'allons pas, fin avril, rouvrir toutes les portes et nous trouver face à une situation résolue. Hein. On peut imaginer que ce virus va continuer à circuler en fonction du confinement plus ou moins accentué, va amener un certain nombre de décès et que ça va perdurer pendant
plusieurs mois, jusqu'à, espérons-le, que l'on trouve un vaccin. Alors, le ministre Blanquer a annoncé une reprise de l'école au début mai. Donc, est-ce que le déconfinement, on va travailler par catégorie d'âge, c'est quoi votre avis sur le sujet? Et après, sur le monde des entreprises, parce que le monde des entreprises doit s'adapter également à cette situation, considérant que ces tranches de population euh, sont en âge de travailler. Et donc, quelles sont votre vision sur le sujet? Alors c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer parce que nous n'avons jamais été confrontés à ce type de situation. Jamais été confrontés à ce virus, jamais été confrontés à un confinement généralisé de la population française et puis de la population mondiale presque, hein, puisqu'il y a pratiquement la moitié de la population mondiale qui est actuellement confinée. Et nous ne savons pas, je crois, très bien encore quelles approches vont être les plus pertinentes pour le déconfinement ou pour la suite. Il est certain qu'on ne peut pas maintenir économiquement et socialement un confinement total comme il est observé actuellement. Et il va falloir très probablement prendre des mesures pour déconfiner, voir un peu l'impact que celles-ci ont, et puis reconfiner peut-être un peu certaines catégories de population dans certaines zones, et puis redéconfiner. Enfin, il va falloir juger différentes variables, et je ne peux pas particulièrement moi-même faire des recommandations là-dessus parce que je n'ai pas d'expérience là-dessus. Je peux juste imaginer certains scénarios et je ne sais pas lesquels le gouvernement va prendre actuellement. Bon, le retour aux écoles est effectivement quelque chose qui est envisagé. Peut-être que il y aura aussi un retour de certaines tranches d'âge, puisque les gens, disons jusqu'à l'âge de 50 ans, ne semblent pas particulièrement à risque de complications. Donc peut-être qu'ils pourront s'exposer plus que les autres. Peut-être que les gens au-delà de 70 ans resteront en confinement du fait du risque que présente cette infection. Entre 50 et 70, je ne sais pas. Enfin, il y a des stratégies à mettre en place et je ne sais pas lesquelles le gouvernement va choisir. Ok. Comment vous expliquez qu'en Espagne, en Italie, ces pays ont été les plus touchés en Europe? Bon, après, il y a les États-Unis, on comprend pourquoi le confinement n'a pas démarré suffisamment tôt. Est-ce que là Bon, aussi, c'est une interrogation? Et puis les pays alors, d'Afrique, plus largement sur l'Europe, l'Italie, l'Espagne, les chiffres sont très conséquents. Les pays d'Afrique n'ont pas encore démarré. Est-ce que c'est si j'ose dire, un retard à l'allumage qui est conséquent à un climat enfin, on entend tout et rien en même temps sur le sujet, en tous les cas, pas grand-chose de rationnel. Est-ce oui. que vous avez une explication, ne serait-ce que déjà sur l'Europe et après les pays d'Afrique, ça va arriver ou Bon, ça va pas arriver également? bon, je pense qu'en Europe, effectivement, il y a eu, comme vous dites, un démarrage à l'allumage un petit peu lent. Et je crois qu'on n'a pas tout à fait réalisé à quel point ce virus était sérieux, était dangereux et à quel point il était contagieux. Et effectivement, on a pris un peu de temps à démarrer, hein. Vous savez qu'en France, l'ancien ministre de la Santé, il n'y a pas très longtemps, disait oh, mais c'est une petite grippette, on n'a pas vraiment à s'inquiéter, on aura quelques cas en France et puis voilà. Bon, et malheureusement, on n'a pas démarré peut-être assez vite, mais je pense que c'est le cas en Italie aussi, en Espagne aussi. Bon, c'est vrai que la situation est sérieuse en Italie, mais l'Italie, disons, il y a eu un démarrage un peu plus tôt de l'épidémie qu'en France. Alors on a un décalage à peu près une semaine sur l'Italie au niveau des données, hein, on voit bien ça. Est-ce que les différences que l'on peut observer dans les accès aux hôpitaux, à la qualité des soins dans les hôpitaux font une différence peut-être? Il faudra étudier tout ça. C'est un peu difficile à prédire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que on s'attend, avec les prédictions actuelles, hein, les modèles qui sont faits actuellement, on s'attend à peu près à 20 000 morts en Italie, à peu près à 20 000 morts en Espagne, et en France, on serait autour de 15 000. Hein. Donc, vous voyez, la situation, il y a quelques semaines de décalage, mais on n'est pas très très loin les uns des autres. Hein. Alors, j'ai Euh, lu une petite analyse sociologique sur le comportement
notamment en Italie, en Espagne, où le rapprochement familial par rapport à une adversité quelconque amplifie la passation du virus. Je ne sais pas si ça tient la route, mais ça pourrait Oui, peut-être expliquer. oui, oui, c'est une explication possible. En Chine, à Wuhan, la transmission se faisait essentiellement au niveau des cellules familiales. Hein, ça a été prouvé. Donc effectivement, c'est une explication. Il y a beaucoup de variables qui interviennent. Hein. On sait tous que les Italiens sont des gens chaleureux, on s'embrasse, voilà, et voilà, on est très en contact les uns des autres physiquement. Bon, voilà, peut-être que c'est aussi un facteur. Hein. Bon, il faudra qu'on étudie ça a posteriori. Pour l'instant, il n'y a pas d'explication euh, définitive sur ces différences qui, tout compte fait, à la fin, ne seront pas aussi importantes que ça, je pense. Et sur les pays d'Afrique, donc, Alors, les pays d'Afrique, c'est une grosse inquiétude, hein, parce qu'on voit effectivement le virus qui s'est introduit récemment, qui est en train de progresser rapidement. Et bon, deux inquiétudes, c'est que les services de santé, malheureusement, sont pas bon, très bien équipés. Hein. Et deuxième inquiétude, mettre en place des programmes de distanciation sociale dans ces pays où les gens n'ont même pas de quoi manger chaque jour et doivent chaque jour aller chercher leur nourriture quotidienne. Hein, ces programmes de distanciation sociale, de fermeture d'entreprises ou de fermeture de petits business, ça va être très difficile. Donc beaucoup d'inquiétudes sur l'Afrique, oui. d'accord. On parle encore une fois. Est-ce qu'on peut rappeler basiquement les contaminations traditionnelles? On a tout entendu, de la baguette à passer à 40, à 62 degrés dans son four pendant 4 minutes. On a tous besoin d'informations de qualité sur le sujet, donc les touches d'ascenseur, etc. Concrètement, Gilles, qu'est-ce qui nous est interdit de faire, qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les mesures de précaution? Bon, alors je pense que là-dessus, vous avez tous lu pas mal de choses. Alors, si je puis dire, un des points positifs de cette pandémie, c'est que les médias, à mon avis, ont joué certes un rôle un petit peu angoissant, hein, puisqu'on parle tous les soirs, on fait le compte des gens qui décèdent, mais en même temps, ils ont joué un rôle d'éducation remarquable. Parce que franchement, quand je consulte les médias de qualité, hein, bien sûr, on y trouve des informations très fiables et très complètes. Donc, je pense que ce que vous avez pu tous voir et que vous connaissez probablement, hein, c'est que le virus se transmet donc par voie aérienne, hein, les gouttelettes quand on tousse, on éternue. Maintenant, on parle de plus en plus de l'aérosol aussi, hein, c'est-à-dire quand on parle simplement sans tousser, la possibilité d'avoir cet aérosol qui contamine la personne avec qui vous êtes qui est en face de vous. La contamination à travers les mains, hein, les mains donc lavage des mains, gel hydroalcoolique, la contamination par les selles aussi, parce qu'il semblerait que les personnes infectées soient porteurs du virus dans leurs selles, donc il faut avoir des précautions particulières au niveau des toilettes, au niveau de bon nettoyage, désinfection des toilettes. Donc voilà, voie respiratoire, contact, et puis à travers les selles des personnes infectées. Ce sont les trois modes de contamination. Et les précautions à prendre, vous les connaissez. Si je peux me permettre d'en rajouter une maintenant qui semble de plus en plus évidente, c'est porter un masque tout le temps. C'est-à-dire, bon, pas chez vous bien sûr, mais dès que vous sortez, portez un masque, masque tissu, masque chirurgical si vous arrivez à en avoir. Je pense que c'est une précaution, même si elle est un petit peu excessive, qui vaut le coup d'être prise. Alors pour la partie toilette, c'est vrai que c'est pas anecdotique dans le cadre de la reprise d'activité dans les entreprises. Pour le coup, on est sur du partagé, donc il y a des interrogations et quelques réglages à faire. On parle dans le circuit de circulation. Est-ce que la passation d'un document type papier, donc il y a des DSI qui sont déjà en train de travailler sur
le fait d'attitrer un certain nombre de personnes pour aller à l'imprimante, etc. Est-ce que ce sont des voies de contamination? Si on rejoint le monde de l'entreprise, il va y avoir un certain nombre de dispositifs à prendre. Et après, quel est le toilette? On comprend parfaitement. Est-ce que sur une base papier, on peut transmettre le virus? C'est un exemple, mais le Alors, papier circule encore dans l'entreprise. Donc, oui, alors si tout le monde a une bonne hygiène des mains, je dirais non. la Mais réponse est non. Voilà. voilà, Ok. si c'est non, oui, il faut prendre des précautions. D'accord. Et sur la partie alimentaire, en revanche, on vous a pas entendu le coup de la baguette. C'est vrai, c'est faux. Est-ce qu'il faut laisser ses courses pendant 3 heures, une nuit? On entend tout et rien sur le sujet. Euh, voilà, on laisse nos courses décanter. Est-ce que c'est un Bon, bon principe? oui, pourquoi pas, c'est un principe de précaution. Je pense que face à cette épidémie très sérieuse, avoir le maximum de précautions, je pense que c'est pas négligeable. Oui, 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 je pense que euh, oui, je pense qu'effectivement, on peut imaginer que tout ce qui vient de l'extérieur est potentiellement contaminé. Donc, soit il faut le laisser plusieurs heures, voire une journée, de telle façon à ce que le virus ne puisse pas survivre, soit il faut pouvoir décontaminer, désinfecter. Oui. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'expertise sur une approche par type de matière, c'est-à-dire matière plastique, matière papier, acier. Si on considère le métro, là, les points de contact sont multiples. Bon, un ascenseur, on le comprend tous. Il n'y a pas d'analyse particulière sur le sujet aujourd'hui. C'est les Si, mesures de si, précaution qu'il faut prendre. Si. alors les précautions, non, mais il y a des analyses sur sur combien de temps le virus survit sur certains matériaux. Hein, il y a eu plusieurs études de fait, donc ça varie entre 3 heures et 24 heures, quoi, grosso modo, suivant les matériaux. Et Et 24 heures, ça toucherait quel type de matériaux? si je me souviens bien, c'est surtout le carton, par exemple. Carton, le virus pourrait survivre jusqu'à 24 heures. Bon, alors évidemment, c'est des conditions de laboratoire, hein, donc c'est peut-être pas toujours les conditions de réelles, mais voilà. Donc, je pense qu'il faut effectivement prendre des précautions au maximum. Alors, on est parti sur effectivement le fait de pouvoir euh, partir sur une identification des enfants, des populations, une analyse des populations et leur aptitude à pouvoir reprendre une vie entre guillemets normale avec beaucoup de mesures de précaution sur un assez long terme, si on vous a bien entendu. Qu'est-ce que vous pensez de la partie numérique sur le sujet, à savoir le traçage et la géolocalisation peuvent-ils être d'une aide très utile dans l'approche du déconfinement? Alors, il y a un certain nombre de pays qui l'ont adopté, hein, notamment Singapour, euh, la Corée du Sud, la Chine. Euh, Ça semble effectivement une bonne approche. Ça permet de localiser les personnes infectées avec qui elles ont été en contact, de les contacter, de les isoler, de prendre un maximum de précautions. Ça semble une bonne approche. Alors évidemment, après, on fait face à des difficultés donc d'atteinte à la vie privée peut-être. Hein. Il faut mettre certaines sécurités vis-à-vis de ces systèmes-là. Et bon, je lisais un article aujourd'hui sur ce qui a été fait à Singapour, par exemple. Et effectivement, c'est un système qui marche avec le Bluetooth, une application sur les téléphones qui permet de détecter toute personne qui est à proximité de vous immédiate, hein, quelques mètres de vous, et s'il s'avère que vous êtes infecté, ensuite ces personnes sont prévenues de la possibilité d'une infection et puis sont suivies régulièrement. Donc oui, je crois que ces technologies nouvelles sont un bon apport au contrôle de ce type d'épidémie. Il faut mettre des garde-fous aussi, bien sûr, pour que ça n'atteigne pas trop la vie privée des individus. Mais je pense que c'est des bonnes approches. Oui, apparemment, les sondages sont bons sur. Il y a plus de 80% des Français, a priori, qui seraient d'accord avec le principe pour apporter une contribution directe et endiguer cette pandémie.
J'ai une dernière question avant celle de tous ceux qui nous ont sympathiquement écoutés et qui vont pouvoir poser leurs questions avec Brice qui est en train de faire la synthèse des questions et on passera cette partie-là juste après cette dernière question. Peut-on s'attendre à de nouvelles vagues? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais j'aimerais avoir votre vision. Est-ce qu'on peut s'attendre à une accalmie, pardon, et dans quel délai? Est-ce que c'est juillet? Est-ce que c'est septembre? Et peut-il y avoir des résurgences? Alors, accalmie, peut-être, oui. Enfin, en tout cas, avec le confinement actuel, on voit déjà que il semblerait que les personnes qui rentrent à l'hôpital maintenant, le nombre de personnes rentrant à l'hôpital commence à se stabiliser, voire diminuer. Donc, on est dans une phase de régression, ce qui est très bien. Maintenant, on ne sait pas très bien quelle va être l'effet de l'augmentation de la chaleur, des rayons ultraviolets, donc on observe à notre saison là qui arrive. Comme vous le savez, les virus de grippe habituellement se calment au moment avec la montée de Au moment de la chaleur. chaleur. Ouais. Voilà, Et la donc, chaleur a un et donc à effet. nouveau, quid de l'Afrique? Voilà. Alors quid de C'est ça l'Afrique, bien sûr. qui est totalement étonnant, c'est qu'on s'attend tous à ce que, Oui, effectivement, que la saison chaude, euh, oui, normalement, c'est la fin des grippes, et là, on oui. s'aperçoit que l'Afrique, le virus prend. Voilà. Alors effectivement, comme je vous le disais, il y a beaucoup Donc, d'inconnus sur ce virus, hein. Alors est-ce qu'on va observer une accalmie au niveau de la belle saison ici? On ne sait pas. On va observer ça dans les semaines à venir. Des nouvelles vagues, je pense que oui. On n'y échappera pas. Et il faut se préparer à ça et adopter des stratégies de santé publique appropriées tout en ne s'abordant pas bien sûr l'économie et la vie sociale. Ça va être difficile, mais bon, il va falloir travailler là-dessus. bien, en tous les cas, merci. On va passer maintenant aux questions avec Brice, s'il peut nous rejoindre. Le Bonjour à voilà. tous. Donc Bonjour Brice. on a plusieurs types de questions. D'abord des questions un peu générales, je dirais presque de géopolitique. Vous avez peut-être dû voir ce TEDx de Bill Gates en 2015 qui prévenait que le plus grand risque n'était pas un risque nucléaire mais un risque de pandémie et que nous n'étions pas prêts. Et également Trump qui vient de se fâcher tout rouge contre l'OMS en disant qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait et qu'il menaçait de retirer sa contribution. Donc, est-ce que nous avons fait ce qu'il fallait dans les années précédant cette pandémie? Alors, En alors, même temps, en même temps, Gilles, on a parlé du budget et du fonctionnement de l'OMS au départ et on comprend un peu mieux les attaques et les possibles réponses. Mais voilà, je vous laisse. voilà. Non, non, tout à fait. Alors, euh, première question, Bill Gates. Oui, je connais cette vidéo. D'ailleurs, euh, ça fait depuis 3 ans, je fais des cours de sécurité sanitaire et je l'avais inclus dans mes cours. C'est-à-dire que je projetais à tous mes étudiants cette vidéo. Vous voyez, c'était lui qui était visionnaire, c'était pas moi, hein. Mais j'en étais tellement persuadé que je l'ai utilisé. C'est une vidéo qui est très courte et qui est remarquable en termes de vision. Donc oui. Alors dans la remarque de Trump, effectivement, là nous rentrons dans la géopolitique mondiale. Euh, je ne vais peut-être pas rentrer trop en détail là-dessus. Vous pouvez tous imaginer les tenants et les aboutissants de ce qui se passe entre les Américains et la Chine. L'OMS, comme je vous disais, est entre le marteau et l'enclume, hein. Donc voilà. Est-ce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire? Je dirais au niveau de la communauté internationale, oui, parce que avec le budget qu'a l'OMS, il n'était pas possible d'avoir des approches très très agressives
de travail avec tous les pays. On peut pas on demande à l'OMS de faire beaucoup, mais on lui donne pas les moyens de travailler. Vous voyez. Donc effectivement, moi mon travail, ça faisait partie de mon travail d'alerter les pays sur ce risque de pandémie majeure, de leur demander de développer leur capacité à réagir à ce type d'épidémie, à se préparer. Mais après, il n'y avait pas le budget qui suivait. Et il n'y avait pas même le budget pour envoyer des experts, pour aider à monter ses capacités. Donc voilà, on demandait à l'OMS de faire quelque chose pour lequel on ne lui donnait pas les moyens. Et maintenant, il y a effectivement dans ces agences des Nations Unies des jeux géopolitiques. Ce que je pense personnellement, moi, mais bon, c'est tout à fait personnel maintenant puisque je travaille plus à l'OMS, je pense que on devrait s'orienter, mais ça prendra beaucoup de temps probablement, mais vers une gouvernance mondiale pour la santé publique internationale, une gouvernance mondiale qui soit détachée le plus possible des influences politiques. D'accord. Et vous, autre question qui a été posée par un participant, vous aviez dit avoir un peu prédit une pandémie à venir. Sur quoi vous basiez? Est-ce que c'était le fait que les pandémies sont un peu cycliques et reviennent régulièrement, ou était-ce sur d'autres facteurs? Oui, absolument, parce que les pandémies reviennent régulièrement, donc on savait qu'on allait avoir affaire à ce type de virus. D'ailleurs, on l'appelait la pandémie X, je crois, ou le germe X récemment. Hein. Et c'était le scénario qu'on voit actuellement, enfin le scénario, c'était ce qui se passe actuellement. Cette pandémie X correspondait tout à fait à ce qu'on observe actuellement. Bon, oui, on savait que ça allait revenir. On a eu quand même quelques signes d'alerte ces dernières années. On a eu le SRAS, si vous vous souvenez, qui a quand même paniqué pas mal toute la communauté internationale. Après, on a eu Ebola qui a commencé à diffuser largement en Afrique de l'Ouest et a commencé un petit peu à s'éparpiller ailleurs. On a la dengue qui circule largement maintenant dans beaucoup de pays. Bref, on a eu plusieurs alertes ces dernières années, et je pense, et je ne voudrais pas être l'oiseau de mauvais augure, mais je pense que on va de plus en plus faire face à ce genre de problématiques, parce que le monde a évolué de telle façon que ce type de germes diffuse très très rapidement. Hein. Je dirais avec 1 milliard de voyageurs par an, on peut voyager d'un côté de l'autre du monde en 12 heures maintenant, donc on peut en moins de 12 heures on est de l'autre côté de la planète, donc les concentrations urbaines, tous ces changements qu'on a vus sont des terrains propices à ce type de pandémie. Donc on va faire face à de nouvelles épisodes comme ça probablement, peut-être, j'espère pas, mais peut-être très bientôt. Donc il faut se préparer et il faut gérer nos sociétés en tenant compte de ce facteur-là. Un changement des comportements pourrait nous apporter beaucoup de choses quand même, non? Changement des comportements. Changement de comportement. Sur le mode alimentaire aussi, parce qu'on voit très bien que quand même beaucoup de virus sont nés d'un mode alimentaire, on va dire différenciant pour pas être insultant. Oui, alors bien sûr, ça peut jouer, et puis il faut avoir des capacités techniques à la hauteur de la problématique. C'est-à-dire que, par exemple, nous devrions avoir, je pense, des systèmes d'alerte sur l'ensemble du monde qui permettent 24 heures sur 24 de détecter ce type de nouveau virus qui apparaît, de nouvel événement qui apparaît, et qui permettent de réagir en l'espace de quelques heures. Il faudrait qu'on ait un numéro d'appel international ou une communauté qui voit quelque chose d'inhabituel qui se passe, et que ça soit au-dessus de la politique, une communauté qui voit quelque chose d'inhabituel puisse alerter ce système mondial, et qu'on puisse en l'espace de quelques heures intervenir, circonscrire, si ça avait été fait à Wuhan, peut-être que si on avait réussi dans les premiers jours à circoncire ce virus dans une petite communauté de Wuhan, il n'aurait pas diffusé au niveau mondial, vous voyez. Donc c'est ces capacités-là, je pense, qui doivent être mises en place maintenant pour notre futur. Hein. Donc ce qu'on doit attendre, c'est un comportement politique et une organisation mondiale et des pénalités par pays
on sait que sans pénalité, ça n'avance pas, mais bon, la Chine nous a quand même caché beaucoup de choses. Et c'est pas avec 2 milliards à l'OMS qu'on va arriver à grandir. Donc j'espère qu'on sortira au moins une réflexion tous. Aujourd'hui, on n'était absolument pas conscient de ce manque de moyens de l'OMS. Ça, au moins, c'est après sur le reste, vous nous avez éclairé. Il y a peut-être d'autres questions, Brice? Deux autres questions justement sur la Chine. L'activité qui reprend à Wuhan, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un risque? Première question. Et deuxième question, que pensez-vous des pays qui n'adoptent pas le confinement comme la Suède, la Norvège, les Pays-Bas? Pourquoi? Alors la Chine, effectivement, reprise de Wuhan, bon bah c'est intéressant, tout le monde observe ça avec beaucoup d'intérêt puisque on va être là dans cette situation très bientôt en France. Donc tout le monde essaye de voir comment aborder au mieux ce déconfinement. Je pense que bon, Wuhan fait un peu le précurseur là-dessus et Wuhan a fait le précurseur dans le contrôle de l'épidémie. Et maintenant, dans le déconfinement, voilà. Oui, de toute façon, il va falloir, on va pas pouvoir continuer à fonctionner confiné comme on l'est actuellement. Donc, il va falloir avoir des stratégies. On va observer avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe à Wuhan et en souhaitant que ça fonctionne bien. Enfin, je veux dire, les Chinois y ont pensé, ont préparé ce déconfinement. J'ai lu pas mal de choses sur la façon dont c'est monté. Voilà, on va voir si ça peut servir de modèle à d'autres pays comme le nôtre, oui, effectivement. Et puis la deuxième partie de la question était aussi. Les pays qui n'ont pas adopté le confinement comme la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, pourquoi ont-ils fait ce choix et qu'en pensez-vous? Ben, je m'excuse, mais là je peux pas vous répondre. Je pense que enfin, le confinement et surtout le confinement ne va pas contrôler cette épidémie. Hein. Le confinement permet de réduire le nombre de malades, donc de réduire la pression sur les hôpitaux. Voilà. Donc, si vous voulez, en France et dans la plupart des pays, c'est pour permettre aux hôpitaux de gérer cette déferlante qui arrive sur leur service. Donc, pourquoi ces pays ne l'adoptent pas? Ben, je le sais pas. Je ne sais pas. J'espère qu'ils vont pas le regretter, mais voilà. Ils sont un peu partis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, 60% de la population contaminée, et on aura réglé le problème. Sauf que, enfin, ils rétropédalent, la plupart d'entre eux rétropédalent quand même en ce moment, a priori. Oui. Parce que les Anglais, ils ont eu vraiment plus que du mal à l'allumage, et puis le Premier ministre, voilà. on a fait des fruits. Voilà. Alors bon, on a effectivement, malheureusement, on voit ce qui se passe en Angleterre, où effectivement il y a eu un démarrage très tardif de cette approche. Et bon, je vous disais, en France, on estime qu'on aura à peu près 15 000 décès. Actuellement, les estimations sur l'Angleterre seraient de 60 000 décès sur les modèles qui sont développés ces derniers jours-là. Donc, vous voyez, effectivement, les conséquences sont très importantes. Alors, il y a beaucoup de questions un peu d'ordre médical. La question du porteur asymptomatique, donc quelqu'un qui a le virus sans le savoir, sans aucun symptôme. Combien de temps reste-t-il contagieux? Comment peut-il être immunisé? Voilà. La question de… Oui, alors bah, écoutez, là, malheureusement, je ne peux pas vous répondre là-dessus parce que, comme je vous disais, c'est un nouveau virus, il y a encore pas mal d'études en cours, donc il n'y a pas de données très précises là-dessus encore. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, et ce qu'on a entendu de la part de Gilles, c'est que 5 jours après une sortie, après un rétablissement, on pouvait être encore contagieux. C'est encore une fois une supposition, mais en tous les cas, il faut être très vigilant. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, c'est pas seulement une supposition. Il y a quelques études qui ont montré que on peut être porteur du virus encore 2 semaines après les derniers symptômes. Ah oui, 2 semaines. Alors bon, maintenant c'est peut-être une minorité de gens, hein, mais voilà, on a besoin d'avoir plus de données là-dessus. Autre question, peut-on attraper plusieurs fois le virus ou alors est-ce que lorsqu'on l'a eu une fois, on est définitivement immunisé? Alors pour l'instant,
Il y a eu quelques cas documentés, mais très peu, hein, ou de cas que j'ai vus de personnes qui auraient réattrapé l'infection. Hein. Dans l'ensemble, il semblerait que la plupart des gens, la majorité des gens qui ont contracté le virus soient immunisés, en tout cas à 4 mois. Qu'en sera-t-il à 1 an, 2 ans, 10 ans? Je ne sais pas. Il faut suivre l'évolution des données. Bon, immunisation immédiate, oui. À long terme, on ne sait pas. D'accord. Sur le fait que les enfants sont pas ou peu touchés en tout cas, il y a une rumeur qui dit que c'est lié au vaccin, vaccin de la rougeole, coqueluche, etc. Est-ce que vous avez des données? Est-ce que c'est une fake news? Est-ce que Alors non, j'ai pas de données particulières là-dessus. On sait qu'effectivement, les enfants sont moins touchés. Est-ce qu'ils seraient porteurs asymptomatiques? Pour la plupart, il faudra faire des études pour voir. Hein, c'est parmi les possibilités que les enfants soient porteurs asymptomatiques. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à ce moment. D'accord. Ensuite, on a des questions. Pardon. Ouais, moi j'ai vu une question sur les traitements et notamment l'affaire de Marseille. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'en fait on est quand même sur une profession qui est la vôtre, d'être médecin, et donc d'apporter une prescription dans une logique de suivi de patients, pour le coup, dont vous avez un dossier, hein. Et donc, s'ils ont donc un cardio fragile, etc. Donc, en quoi l'État n'autorise pas les médecins à faire leur métier? C'est une question que j'ai lue. Oui, effectivement, c'est une question qui a créé beaucoup de polémiques là ces derniers jours. Si vous voulez, ce qui semblerait, c'est qu'effectivement l'équipe de Marseille a fait des études qui suggéreraient un effet positif de ce médicament, la chloroquine, hein, et associé à un antibiotique. Bon, les études, puisqu'ils ont été faites rapidement, ne sont pas, disons, dans le gold standard. Hein. Donc, comme ce médicament peut aussi avoir des effets secondaires non négligeables, eh bien, beaucoup de praticiens sont un petit peu réservés. Ils voudraient avoir des données supplémentaires. Et c'est ce qui est en train de se faire. Hein. Il y a plusieurs études en cours pour voir l'effet de ce médicament, le comparer à d'autres. Et j'espère que d'ici quelques semaines, on aura des réponses là-dessus. Hein. Donc, Mais de son libre arbitre, mon médecin traitant peut prendre la décision tenant compte de mon dossier, et donc je ne suis pas dans les risques de ce dit médicament qui est sur le marché, donc qui a eu toutes les autorisations. S'il décide de me le prescrire, qu'est-ce qui lui interdit? Quel risque prend-il? le Conseil de l'ordre le déconseille. Hein. Donc, Il y a une position du Conseil de l'ordre. Oui. Donc je pense que quand même, effectivement, il prend des risques. Et votre intime conviction entre le risque de mourir et parce que le choix est rapide hein, pour les gens non avertis que nous sommes en termes de médecine. On peut être très tenté pour le coup. Ouais, bien sûr, non, je comprends, mais si vous voulez, il faut avoir la certitude que ce médicament aura un effet plus bénéfique que le contraire. Donc, les études actuelles qui sont en cours, qui vont être très rapidement, je pense, publiées, vont montrer si ça confirme ou pas ces premières études préliminaires, je vous dirais. pensez qu'on mettra combien de temps là pour le coup parce que ça paraît très lent pour nous. Parce que un médicament pour qu'il sorte sur le marché, il faut à peu près 2 ans a priori. Là, on n'a pas le temps et si on appuie sur l'accélérateur, ça veut dire qu'on aura une réponse quand? À mon avis, d'ici 2-3 mois plus tard, on aura une réponse sur la validité ou pas de ce traitement. Parce qu'il y a tellement de patients actuellement que, je dirais, il y a entre guillemets le nombre de personnes nécessaires pour faire ce type d'études actuellement. Oui. On a beaucoup de questions sur le port du masque que vous avez un peu évoqué.
Est-ce qu'il faut vraiment généraliser l'obligation du port du masque? Est-ce que c'est une solution aussi au déconfinement? Ma réponse est oui pour les deux. D'accord. Et concernant l'utilisation des gants, là aussi, je crois qu'il y a des précautions à prendre, par exemple au sein des entrepôts pour des activités de préparation de commandes, par exemple. Est-ce qu'il faut utiliser des gants ou pas? Oui, je pense que je pense que dans la situation où nous sommes, le maximum de précautions, le mieux. D'accord. Ah, tu vois ce que tu viens de faire, Brice, ça répond parfaitement à la question. Parce que ça nous gratte quelque part dans la journée, etc. Le masque et c'est voilà, c'est le bouclier et les gants, c'est mieux, oui. Je pense qu'il y a aussi du bon sens, quoi. On avait une question sur l'alcool isopropylique à 70%, est-il efficace? Je sais pas. Je peux pas vous répondre là-dessus. C'est pas on a trop des mon spécialistes, hein. Et puis sur la question des aliments, effectivement, idéalement les conserver plusieurs heures à l'air libre. Mais concernant les aliments frais, est-ce que le virus survit plus longtemps au réfrigérateur qu'à l'air libre? Est-ce que vous avez des données là-dessus? Alors j'ai vu les données effectivement de l'air libre, mais j'ai pas vu de données sur le réfrigérateur. Je vous avoue que là, je n'ai pas de réponse à vous donner. Donc je ne sais pas. On a aussi beaucoup de questions sur à la fois sur les essais, pourquoi ça prend autant de temps, pourquoi il faut autant d'autorisation, également sur le vaccin, quand est-ce qu'on peut imaginer avoir un vaccin? Est-ce que vous avez des informations? Alors, un vaccin, oui, c'est la production d'un vaccin, c'est au minimum 1 an, hein, voire même 18 mois. Est-ce qu'il y a des stades très précis pour s'assurer de très bien structurer, hein, pour s'assurer de l'efficacité du vaccin et puis ensuite de l'absence de nocivité du vaccin, hein, aussi bien sûr. Donc il y a des stades à suivre qui sont bien définis. Donc c'est 1 an à 18 mois. Alors après vous me posiez l'autre question, il y avait le vaccin et puis Sur les essais, les essais, oui, bon, c'est pareil. Les essais ce sont des essais très structurés avec des méthodologies bien définies. Bon, ça dépend un petit peu de type d'études, hein. Il y a plusieurs types d'études épidémiologiques qui sont envisagées, mais bon, suivant d'abord le nombre de personnes qu'on peut recruter avec cette maladie. Malheureusement, actuellement, il y en a beaucoup, donc ça facilite un peu ces études, ça les rend Gilles plus a parlé de rapides. 2 à 3 mois tout à l'heure, compte tenu du nombre de gens touchés à l'heure actuelle. Après, pour le vaccin, effectivement, on n'avait pas trop de réponses. Voilà. Donc, c'est un développement beaucoup plus long et puis il y a une industrialisation derrière qui doit être assez importante. Le sujet industriel en est un également, j'imagine, pour le passer Oui, en mode industriel. bien sûr. Alors après, une fois que le vaccin, si on en trouve un vaccin, effectivement, il faut s'assurer de la production. Évidemment, vous nous imaginez, puisqu'on doit couvrir la population mondiale, pour couvrir 7 milliards de personnes avec un vaccin, il faudra quand même un certain temps, d'une part pour le produire et puis ensuite pour l'administrer. Et là, bien sûr, arrivera le problème de l'égalité face à la maladie et face à la prévention. C'est-à-dire que est-ce que ce vaccin sera vendu des sommes inabordables pour les pays avec des revenus, des petits revenus, hein, ou est-ce qu'on en donnera l'accès à toute la population mondiale? Bon, tout ça, c'est des problèmes qui doivent effectivement être abordés dans les mois à venir. Voilà, en tous les cas, merci à tous. À très bientôt. On vous embrasse et on vous souhaite de très belles choses, même en mode confiné, et plein de créativité s'il en est. Voilà, à très bientôt. Bye bye. merci Gilles. Merci beaucoup, Gilles.